Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Dimanche en politique. Notre invité aujourd'hui est le député La France Insoumise de la 3e circonscription de Gironde. Bonjour Loïc Prudhomme. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous êtes également candidat aux élections municipales à Bègles au mois de mars. Voici le sommaire de cette émission. L'actualité de la semaine avec l'examen du budget à l'Assemblée nationale entre menaces de censure, taxes Zuckman, hausse des impôts, on essaiera d'y voir clair. La France Insoumise en embuscade. Autre question, quel est votre poids à gauche aujourd'hui et vous préparez-vous déjà pour les prochaines échéances, notamment l'élection présidentielle de 2027, c'est presque demain. Enfin, les municipales 2026 est beaucoup plus près, le grand défi pour votre mouvement, la France Insoumise, et pour vous-même, donc à Bègles, où vous serez tête de liste. On commence la première partie de cette émission avec l'actualité de la semaine. Et avant d'évoquer le budget, on va revenir sur ce que l'on a appelé la polémique un peu de la semaine, la visite au centre pénitentiaire de la santé de deux députés LFI, Ugo Bernalicis et Daniel Obono. Ont-ils voulu voir l'ancien chef de l'État? Oui ou non? Ce sont des visites qui sont faites régulièrement par les députés. Ça fait partie de leurs attributions. Vous-même l'avez fait à plusieurs reprises. Vous pouvez aller vérifier les conditions de détention. On en a fait une affaire politique cette semaine. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a rencontré l'ancien chef de l'État mercredi. Quelle est votre position là-dessus? Oui, il y a une polémique fabriquée, je veux dire, sur une information sinon mensongère, peut-être incomplète du JDD qui disait que mon collègue Ugo Bernalicis souhaitait rencontrer Nicolas Sarkozy. Ce n'est absolument pas le cas. Il est notre spécialiste, notre référent au sein du groupe sur les questions de police-justice et de l'administration pénitentiaire. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de visiter avec lui le centre pénitentiaire de Gradignan, où à chaque fois on y va pour documenter la question de la surpopulation carcérale. C'était le cas là sur la prison de la Santé, 190% de surpopulation. Et donc voilà, de ça en fait, rien d'extraordinaire, si ce n'est la normalité du travail d'un député de visiter les lieux de privation de liberté, ce qui est effectivement peut-être une difficulté, un scandale. Ce que vous faites aussi de temps en temps. Oui, bien sûr, je l'ai eu fait à plusieurs reprises à Gradignan, dont la fois avec mon collègue Ugo Bernalicis. Ce qui est un problème politique pour moi, c'est plutôt la visite de mercredi soir du ministre de la Justice, M. Darmanin, qui est là, est allé taper dans le dos de M. Nicolas Sarkozy. Il a rencontré le directeur de l'administration pénitentiaire, les agents de la pénitentiaire, etc. Voilà, aussi. En même temps. Donc là, ça me paraît être quand même un problème politique plus important. On va passer au budget, donc Loïc Prudhomme, vous étiez encore à l'Assemblée nationale cette semaine pour l'évoquer. On va prendre un exemple, c'est celui de la fameuse taxe Zuckman, du nom de l'économiste qui l'a proposé, qui entend créer un impôt plancher sur les patrimoines des plus riches. Se dirige-t-on vers une version allégée? Voici les précisions d'Astrid Mesmorian. Faute d'avoir convaincu du bien fondé de la taxe Zuckman, les socialistes ont un plan B, Zuckman allégé, pour toper avec les macronistes. On propose dans cette version-là, qui est une version de repli, en fait on a l'habitude à l'Assemblée nationale, qu'elle va prendre en compte les différentes critiques adressées à la taxe Zuckman. À l'origine, la taxe visait les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Leurs impôts devaient atteindre au minimum 2% de leur fortune. Son auteur assure qu'elle aurait apporté 20 milliards à l'État. Mais le projet n'a aucune chance d'être adopté. Alors les socialistes font un pas. Seraient finalement visés les patrimoines de plus de 10 millions d'euros et non 100. La taxe passerait à 3% et, grand changement, les entreprises familiales et innovantes seraient exemptées. Résultat, une recette inférieure, 7 à 8 milliards d'euros. Une taxe édulcorée selon LFI, vidée de sa substance. On dit Zuckman ultra-light, mais ça ne mérite même pas d'être appelé Zuckman, qui exclut aussi les actions familiales, en gros, des bons. Et donc, en gros, ça exclut les plus grosses fortunes de ce pays. Donc, ça rate la cible. La taxe devrait être débattue cette semaine, ses contours précisés. Pour l'instant, le bloc central reste très réservé. La taxe Zuckman, on a l'impression que ça va résoudre tous les problèmes. Alors, ça résout les problèmes du déficit, ça résout les problèmes des besoins en termes de dépenses sur l'écologie. Bientôt, on va nous expliquer que c'est bon pour la lutte contre les cheveux et que ça guérit les écrouelles. Le RN, lui, ironise sur les tractations en cours. Zuckman 1 ou 2, c'est du pareil au même. D'abord, elle n'est pas du tout allégée. Il faut regarder le texte. En réalité, elle est aggravée, puisqu'elle va toucher beaucoup plus de personnes. Et donc, la cible n'est plus du tout la même. Donc, il n'en est pas question pour nous. Voilà, Zuckman, non, ni light, ni hard, ni rien du tout. Voilà. La taxe reste un casus belli pour les socialistes qui agitent toujours la menace de la censure. Et pour vous, Loïc Prudhomme, est-ce que c'est un casus belli aussi, cette fameuse taxe Zuckman, ou c'est plus globalement un budget qui s'annonce très, très, très sévère?
Oui, je pense que cette taxe Zuckman, en fait, elle révèle ce qui est la ligne de clivage sur le budget, avec un gouvernement qui demande 40 milliards d'austérité supplémentaires. Et finalement, ce qui nous présente comme une stratégie économique est en fait une idéologie politique d'aller chercher ces 40 milliards d'austérité sur les plus pauvres, en refusant vraiment que le simple bon sens, l'application de la loi sur les plus riches de ce pays, les 0,01% les plus riches, ne contribuent même pas à 2% de leur fortune au bien commun. Et donc ça, c'est vraiment casus belli, oui, parce que c'est une ligne de clivage qui est, à mon sens, très révélatrice de la différence des oppositions majeures qui nous opposent au budget Le Cornu. Quand il veut faire 15 milliards d'économies sur ces 40 milliards sur la sécurité sociale, ça veut dire que vous êtes moins bien remboursé. Ça veut dire qu'il veut faire des économies sur les affections de longue durée, notamment si vous êtes affecté d'un cancer. Voilà, vous allez en parler la semaine prochaine, vraiment, du budget de... Voilà, sécurité sociale, on démarre ça dans les prochaines heures et toute la semaine qui s'ouvre. Suspension des retraites, est-ce que vous y croyez ou pas? Pour qu'on ait une c'est inscrit, ça s'est inscrit, il y a eu la lettre au Conseil d'État, etc. Est-ce que vous y croyez vraiment ou est-ce que c'est un coup politique du Premier ministre? Alors, avant toute chose, je pense que pour qu'on ait un dialogue assez franc et sincère, il faut appeler un chat un chat. Ce n'est pas une suspension, mais c'est un décalage de l'application de la réforme à 64 ans, un décalage de 3 mois. Donc, c'est à mon sens, vraiment un renoncement par rapport à ce qu'étaient nos engagements à gauche d'abroger cette réforme des retraites. Il faut savoir que pour faire profiter à environ 300 à 400 000 personnes de ce départ anticipé de 3 mois. En compensation, il faut aller sous-indexer les retraites, c'est ce qui est proposé par M. Le Cornu, à 17 millions de retraités aujourd'hui dans notre pays. Donc vous voyez que, moi je pose la question aux 300 ou 400 000 qui pourraient être concernés, 3 mois contre 17 millions qui vont voir leur pension sous-indexée de 0,5 points de plus, ça fait beaucoup, y compris qu'eux-mêmes, s'ils partent 3 mois plus tôt, auront, du fait de cette sous-indexation, très rapidement dans leur carrière de retraité, une pension qui sera moindre et ils seront perdants au final sur la durée de leur retraite. Donc c'est un accord perdant-perdant, j'ai envie de vous dire. Et donc c'est pour ça que nous, on n'accepte pas du tout cette façon de faire penser ou de faire croire que c'est vraiment une conquête sociale, alors que c'est un recul pour tout le monde et une perte notamment pour les retraités eux-mêmes. Ça sera un sujet de la prochaine élection présidentielle de toute façon. Pour les prochains candidats, on aura le temps d'en reparler. Mathilde Panot, la présidente de votre groupe LFI à l'Assemblée nationale, expliquait ces derniers jours que LFI ne déposerait une censure désormais de ce gouvernement-là, Le Cornu, que si le Parti socialiste était sûr de la voter avec vous. Il y a un an, à peu près un an, le gouvernement Barnier tombait. Aujourd'hui, vous êtes prêt à censurer ce gouvernement. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous le censuriez, là, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines? Oui, alors, un peu de technique parlementaire. C'est vrai qu'on a un nombre de censures au titre de l'article 47.2 qui est limité, donc on ne peut pas en déposer toutes les semaines, même si ce n'est pas l'envie qui nous en manque, parce qu'au regard des enjeux de ce que je vous disais sur le budget qui est absolument horrible, on aurait vraiment envie de censurer très rapidement. Mais il faut qu'on soit à peu près sûr, ou en tout cas qu'il y ait une chance que cette censure aboutisse et fasse vraiment chuter ce gouvernement pour qu'on se débarrasse enfin de ce budget. Donc la garantie que le Parti socialiste change un petit peu sa façon de regarder les choses et arrête d'accompagner cette espèce d'austérité massive sur les plus pauvres, si le PS changeait un petit peu sa façon de voir les choses, qui nous assurait qu'il voterait une censure, oui, nous pourrions la déposer pour avoir le maximum de chances d'en finir avec cette politique. Pour terminer cette première partie, juste un peu de politique fiction. S'il y a censure, il y aura dissolution une nouvelle fois de l'Assemblée nationale, très probablement. C'est ce qu'a laissé entendre le chef de l'État il y a quelques semaines. Qu'est-ce que changerait encore des élections législatives en fait, au paysage du pays d'ici la présidentielle? Pas grand-chose a priori, parce qu'on se projette encore vers les mêmes blocs. Oui, moi je ne pense pas que ce soit automatique. Il peut y avoir une censure et aujourd'hui je pense que la dissolution peut-être est pas forcément la bonne réponse parce que comme vous le dites, en fait, elle ne réglerait rien politiquement. On se retrouverait avec les mêmes rapports de force, les mêmes équilibres et avec le même blocage in fine. Donc en fait, la censure pour moi serait la première étape vers regarder quel est le point de blocage, et ce que l'on dit depuis plusieurs mois, le point de blocage aujourd'hui, c'est qu'on a un président Macron qui ne veut absolument pas déroger de sa politique de lutte des classes dont j'ai fait référence tout à l'heure, mais qui est pas et qui veut absolument rien lâcher, absolument pas nommer quelqu'un de gauche, comme on l'a vu au soir des dernières élections après la dissolution de 2024. Il n'a pas nommé un Premier ministre de gauche. Donc ça ne changerait rien, en fait. Donc on voit qu'aujourd'hui, le point de blocage, c'est Emmanuel Macron qui ne veut pas changer de politique et surtout ne pas reconnaître le résultat des élections et le résultat des urnes. Ça, c'est quand même en démocratie. C'est un petit problème, à mon sens. On va passer à la deuxième partie de ce dimanche en politique avec vous, donc Loïc Prudhomme, député de la France Insoumise de Gironde, avec cette question LFI en embuscade. Alors, on a bien compris il y a quelques secondes, avec vos dissensions, vos tensions et vos désaccords profonds avec le Parti socialiste,
La NUPES, c'était en 2022, le NFP, le Nouveau Front Populaire en 2024. Est-ce qu'aujourd'hui, fin 2025, tout ceci est mort et enterré à gauche avec le Parti Socialiste, du moins vu ce qui se passe depuis plusieurs mois à l'Assemblée, plusieurs semaines notamment? Alors nous, il est certain que ce que l'on n'a pas enterré, c'est le programme du Nouveau Front Populaire sur lequel nous avons été tous élus. Donc on essaye de maintenir la prévalence de nos engagements programmatiques, parce que je pense que c'est ça la cohérence, et c'est aussi comme ça que les électeurs continuent à nous faire confiance. Ce que l'on a regardé, ce que l'on a vu ces derniers mois, c'est que le Parti socialiste a tourné le dos à un certain nombre de ses engagements au regard de ce programme du Nouveau Front Populaire. Vos relations sont polaires avec eux aujourd'hui, non, à l'Assemblée? Ah oui, on peut le dire. Effectivement, qu'entre nos groupes, c'est du fait de ces dissensions et de ces prises de position qui ont tourné le dos à notre programme commun sur lequel on a été élus, les relations sont un peu difficiles. Donc ça n'est pas enterré dans la mesure où si le Parti socialiste, une fois de plus, revenait à ses fondamentaux, c'est-à-dire vraiment à s'occuper des gens les plus pauvres, ne cédait pas aux sirènes du gouvernement Lecornu, lui faisant croire, comme ça a été déjà le cas au début de l'année, des promesses mirobolantes, des nombres de fonctionnaires qui auraient été sauvegardés pour au final se faire constater qu'ils se sont fait rouler dans la farine. Sans doute que nous aurions des relations plus fluides. Moi, je ne désespère pas qu'elles redeviennent à nouveau plus fluides. On va en parler des municipales juste après, parce que ça pointe un petit peu vos propos. Juste pour rester sur ce contexte national, est-ce qu'aujourd'hui la France insoumise est prête à faire cavalier seul? On est prêt. Notamment en vue des prochaines échéances. Imaginons qu'il y ait des législatives bientôt, ou la présidentielle. Est-ce que vous êtes prêt à aller à la bataille tout seul, à gauche? On y est prêt, mais ça n'est pas ce que l'on souhaite. Je répète ce que je vous ai dit, c'est que nous avons bâti le NFP à notre initiative. On souhaite pouvoir trouver une coalition de gauche. C'est la condition, il me semble personnellement, ça c'est mon jugement, que c'est ce qui nous a fait gagner contre notamment l'extrême droite en juillet 2024, et que cette condition d'une coalition de gauche sur des bases, une fois de plus, programmatiques, politiques, mais claires, qui sont celles un peu d'LFI, non, cohérentes. Vous voulez un petit peu imposer vos bases problématiques, il y a programmatiques aux autres de la gauche. Il y a une discussion, mais parce que regardez, si on veut vraiment trouver le fondement de ça, les votes que nous réalisons, c'est les groupes de gauche, que ce soit les communistes, que ce soit les écologistes, et parfois même, on peut aller jusqu'aux socialistes, à 90%, nous votons les mêmes choses. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien d'irréconciliable, et en tout cas que ce n'est pas définitif. Mais non, on ne tourne le dos à personne, même si effectivement, je vous dis, on est prêt, si les uns et les autres préfèrent des politiques et des stratégies solitaires. Aux européennes, ça a été le cas des écologistes qui ont refusé notre main tendue, qui ont préféré une stratégie solitaire. On l'a accepté, on en a pris acte, et on est prêt, nous, effectivement, dans ces cas-là, à représenter nos idées, nos électeurs, sans attendre que les uns ou les autres nous en donnent la permission. Ça, c'est une évidence. Une candidature unique de la gauche, c'est votre souhait à LFI pour l'élection présidentielle de 2027. Jean-Luc Mélenchon a forcément envie d'y aller. Il a déjà été candidat 3 fois. Il avait fait quasiment 22% des voix en 2022. On imagine mal Jean-Luc Mélenchon pas candidat, comme on imagine mal aussi toute la gauche se réunir aujourd'hui derrière lui. Oui, c'est une difficulté. Après, je ne suis pas sur ce totem de la candidature unique qui serait effectivement la seule condition de la victoire, même si effectivement ça faciliterait beaucoup les choses. On l'a vu par le passé, l'histoire nous enseigne aussi que parfois on a eu 7-8 candidats même à gauche, et que en fait le premier tour permet de détacher celui qui représente le mieux les électeurs, en tout cas qui a un programme convaincant. Et dans ces conditions-là, ça pourrait effectivement amener dans un deuxième tour à avoir à nouveau une coalition. Ça serait évidemment, je vous le concède, plus facile si on arrivait à faire cette coalition et cette entente programmatique et se décider avant. Mais effectivement, aujourd'hui, les conditions ne sont pas tout à fait réunies. Après, il y a encore de l'eau à passer sous les ponts de la Garonne, et on a le temps d'en rediscuter. Ça peut être un match LFI-RN, cette élection présidentielle? Réellement, comment ça se profile là? Oui, sans doute que ça sera effectivement la gauche qui est droite sur ses convictions, qui est ferme sur ses convictions, qui est cohérente, face à l'extrême droite qui aujourd'hui travaille à cette union des droites. On voit qu'elle a infusé quand même. Ses idées ont vraiment infusé, y compris la droite qui a anciennement été la droite républicaine, qui a disparu du paysage politique. Et on a une droite qui est devenue une droite extrême, qui se rapproche d'une extrême droite. Et finalement, ça sera ces deux pôles-là, quoi. Une gauche conséquente, vraiment ferme sur ses convictions, et une extrême droite qui est en progression, ou en tout cas qui est là, très à l'affût. Le Rassemblement national, est-ce qu'on peut l'appeler l'ennemi politique, en fait, quelque part, de LFI? En tout cas, écoutez, je vous rappelle, je vais vous faire écouter ce que disait votre leader Jean-Luc Mélenchon, c'était au soir des législatives du premier tour, le 30 juin 2024, lorsqu'il parlait de faire barrage au RN, et on en parle juste après, écoutez. Pour le second tour,
le nouveau Front populaire est présent en duel dans la plupart des cas. Le plus souvent face au RN. Il est alors possible de voter directement pour nous donner une majorité absolue. Dans un certain nombre de cas, des triangulaires sont possibles. Conformément à nos principes et à nos positions constantes dans toutes les élections précédentes, nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. Donc ça, c'était il y a un an et demi. La suite, on la connaît. Le barrage contre le RN a marché au deuxième tour de ces élections législatives. C'est l'objectif pour 2027, barrer la route au Rassemblement national, évidemment, qui est en tête de toutes les intentions de vote, que ce soit pour la présidentielle, pour les législatives, oui, très largement en tête au premier tour. Ce qui est rassurant, c'est que les sondages se trompent souvent et beaucoup. Donc ça nous laisse quand même un bon espoir et une marge de manœuvre. Évidemment, notre ennemi principal, c'est l'extrême droite. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter son accession au pouvoir. Ce que disait Jean-Luc Mélenchon il y a 18 mois reste valable aujourd'hui. À aucun moment nous permettrons qu'aucune de nos voix, en tout cas, autant qu'on peut donner des directions, en tout cas des conseils politiques à nos électeurs, c'est de dire, voilà, pas une voix au Rassemblement national, ça a fonctionné et il n'y a pas de raison aujourd'hui de déroger à ce principe, de battre partout l'extrême droite, qui est notre ennemi politique majeur, principal et le plus grand danger pour notre pays. Et qui a fait quasiment 11 millions d'électeurs quand même au premier tour des législatives il y a un an et demi. Mais il revient aussi à nous, je vous disais... De proposer une alternative aussi. Ben c'est ça, et d'être cohérent sur les idées, de proposer aussi des solutions à ces électeurs qui parfois sont perdus parce qu'on leur a promis beaucoup de choses, y compris on a vu dans le gouvernement passé, je pense notamment au bilan de François Hollande, on a fait beaucoup de promesses qui ont été finalement pas respectées et les électeurs sont pas stupides, ils s'en rappellent et ils nous en tiennent rigueur. Donc reconquérir la confiance de ces électeurs qui pour certains sont partis au Rassemblement national, c'est un travail long, c'est un travail de terrain, de fourmi que nous menons. Mais bien sûr que l'objectif est aujourd'hui que l'alternance politique en 2027, si on arrive jusqu'à cette échéance, soit celle d'un gouvernement de gauche, bien sûr. La troisième et dernière partie de ce dimanche en politique, on va se projeter sur les élections municipales des 15 et 22 mars, le grand défi pour la France insoumise. Avec d'abord une question générale, Loïc Prudhomme, avant de parler plus précisément de votre candidature à Bègles, dans votre stratégie d'implantation locale au niveau de la France insoumise, c'est un scrutin majeur pour vous ? Oui, évidemment. Évidemment que quand on parle du danger de l'extrême droite, moi je dis ces élections municipales et le fait d'avoir nos idées représentées dans des conseils municipaux, voire des villes qui seraient gagnées, c'est la meilleure certitude que si ça tournait mal, on est à minima cet amortisseur des politiques locales pour aider les gens à vivre correctement. Et si on souhaite aussi... j'espère la probabilité la plus grande, remporter les élections à gauche en 2027, il faut bien s'asseoir sur un socle qui est aussi celui des élus locaux, où nous pourrons prouver, par l'exemple, aux citoyens, que ce que nous prônons dans notre programme depuis... C'est un laboratoire pour vous, presque, entre guillemets, laboratoire. Quand je dis ça, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Sans manquer de respect aux élections municipales, évidemment. Non, mais bien sûr, c'est effectivement la mise en pratique immédiate, concrète, pour les citoyens, des politiques que nous portons. Vous êtes candidat donc à Bègles, dans la banlieue de Bordeaux. On vous attendait peut-être un peu à Bordeaux. Sur ce plateau au mois de juin, vous n'excluez pas d'être à Bordeaux. Ce n'est pas Bordeaux, ça sera Bègles. Pourquoi Bègles ? Et pour quel projet ? Ça sera juste après la question, mais pourquoi Bègles ? Alors, c'est votre circonscription. Vous êtes député de la 3e circonscription de Gironde. C'est la circonscription. Je pouvais être candidat du fait de mon statut de député à Bordeaux, à Talence, à Bègles ou à Villeneuve-d'Ornon. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a quelques mois déjà, j'avais proposé au maire de Bègles d'avoir Clément Rossignol-Pêche, maire écologiste, pardon. Voilà, une liste d'union large qui intégrerait dans sa majorité actuelle des insoumis et des citoyens qui nous soutiennent et qui nous rejoignent, pour mener une politique à Bègles avec des idées neuves, avec justement retrouver ce laboratoire de la gauche qui était Bègles à une certaine époque. Et nous avions quelques idées nouvelles à emporter. Et puis je pense que toujours dans notre grande famille de la gauche, la diversité souvent amène l'émulation et permet de redonner une dynamique aux politiques sociales et environnementales. C'était la proposition que j'avais fait au maire de Bègles, au nom des insoumis de Bègles, qui m'en avait
donné le mandat. Le maire était plutôt réceptif jusqu'à ce que fin septembre, finalement, il tourne le dos à ses promesses et nous dise qu'il repartira, en tout cas sans nous. Est-ce que vous savez pourquoi il a tourné le dos à ses promesses, comme vous dites? Oui, on pense... Parce qu'il veut y aller, mais pourquoi pas avec vous, en fait? C'est bien la question, pourquoi pas avec nous, alors qu'il semblait qu'il n'y avait aucun obstacle. De son propre aveu, en tout cas de son explication, c'est de nous dire que les élus de sa majorité du Parti socialiste refusaient absolument, ça a été d'ailleurs publié dans quelques interviews chez vos collègues de Sud-Ouest, refusaient absolument que les Insoumis soient intégrés à cette majorité d'union large. Donc de cette injonction, finalement, il en a tiré une conclusion, c'est qu'il valait mieux faire sans nous. Donc, par la force des choses, nous nous retrouvons là avec deux choix possibles, soit abandonner nos électeurs, nos idées, justement retrouver ce laboratoire de la gauche et passer sur cet épisode par pertes et profits, soit dire non, c'est pas possible de tourner le dos et d'invisibiliser un Begley sur 6 qui vote pour la France insoumise régulièrement, voire plus à certaines occasions, et surtout sur nos idées qui nous semblent tout à fait utiles pour redonner du pouvoir d'achat aux Begley, pour faire une transition environnementale qui soit digne de ce nom-là. Et donc, à ce titre-là, on a décidé de proposer cette liste, et ce sera au Begley d'arbitrer en fait entre deux trajectoires, deux propositions politiques à gauche. Je ne suis pas un adversaire de Clément Rossignol-Pech, je suis un concurrent. Et finalement, comme il n'a pas souhaité que nous nous unissions... C'est définitif, vous pensez ? En tout cas, moi, je l'ai dit, je l'ai indiqué au maire. Parce que le risque, c'est peut-être de faire perdre la gauche. Si vous avancez divisé avant le premier tour. Pas nécessairement. Je pense que sur Bègle, le risque est assez faible. C'est une bastion de gauche depuis très longtemps. Oui, il y a Noël Mamère, il y a eu les communistes avant. Les communistes avant. Non, la question c'est quelle ligne sera tranchée entre celle que je porterai et celle du maire. Moi, j'ai dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'étais d'ores et déjà encore et toujours disponible pour une union avant le premier tour. Que si cette union doit se faire le soir du 15 mars, moi j'y suis disposé. En tout cas, on dit, voilà, nous, ça sera notre objectif. Si nous sommes devant le 15 mars, bien sûr que nous appellerons immédiatement nos partenaires et concurrents de gauche pour faire une liste d'union et garder la mairie de Bègle à gauche. Et j'espère que Clément Rossignol-Pech, s'il arrive en tête, fera la même démarche parce qu'il me semble que c'est la seule option possible. Sinon, ça serait offrir effectivement la ville à la droite, ce qui ne me semble pas une option raisonnable. Alors l'un des thèmes de cette campagne électorale, a priori, devrait être la sécurité, en tout cas un thème central, et notamment avec une question, l'armement ou non de la police municipale. Avant d'en parler avec vous, on va voir quelles sont les communes de l'agglomération bordelaise qui ont déjà franchi le cap. Élément de réponse donc avec Marine Ville. C'est devenu un mouvement de fond. 93% des communes moyennes en France ont doté leur police d'armes létales. En Gironde, la métropole bordelaise n'échappe pas à cette évolution, avec désormais 11 villes sur 28 équipées, dont Bordeaux. La ville écologiste a finalement créé l'été dernier une brigade d'appui et de sécurisation que les tensions du terrain justifient, selon Pierre Urmic. Dans 2 mois, ils seront 60 agents sur 200 à porter une arme semi-automatique. Au Bouscat, Patrick Bobet, maire Les Républicains, avait déjà fait ce choix en 2022 pour donner plus de crédibilité à ses policiers, estimant que l'arme s'imposait dans un climat dégradé. La même année, à Talence, le centriste Emmanuel Salaberry n'avait pas hésité à répondre à la demande unanime des effectifs. La ville compte aujourd'hui 20 agents armés. Moi, j'étais plutôt opposée au départ à l'armement de la police municipale. En 2023, la maire socialiste Brigitte Terraza a opté pour cette solution afin de pallier le désengagement de la police nationale. À chaque fois, les motifs se recoupent. Donner des moyens à des primo-intervenants, rendre plus attrayante une profession qui peine à recruter et rassurer les populations. De toute évidence, la sécurité n'est plus le monopole d'une couleur politique. Alors à Bègle, la police municipale n'est pas armée. Si vous êtes élu maire, est-ce que vous l'armerez ? Je pense que la question, c'est de quoi ont besoin les citoyens. Aujourd'hui, quand on interroge les Béglais et les Béglaises, cette question de la sécurité n'est absolument pas prioritaire. Pourtant, Bègle est un mauvais élève en matière de cambriolage. Je crois que c'est la 5e ville de France, des villes entre 20 000 et 100 000 habitants, oui, nombre de cambriolages. Alors, il y a des rapports, bien sûr, il faut modérer les résultats, mais il y a beaucoup de cambriolages. Il y a un problème de la sécurité aussi à Bègle, comme dans beaucoup de villes. Ces baromètres sont fluctuants, mais l'insécurité n'est vraiment pas, pour l'instant, à part ces incivilités parfois et quelques cambriolages, n'est pas un sujet de préoccupation. Pour nous en assurer, cependant, nous avons lancé une grande enquête populaire auprès des Béglais et des Béglaises pour qu'ils nous fassent remonter leurs problématiques quotidiennes, pour qu'on les intègre à
à nos futures politiques publiques. Pour l'instant, ce qui revient plutôt, c'est quand même les questions de justice sociale, d'amortisseur social que doit jouer la mairie de Bègles. On a un taux de pauvreté qui a augmenté sur Bègles et il me semble qu'aujourd'hui, ce que nous proposons de mieux, de plus intéressant, c'est de pouvoir jouer ce rôle d'amortisseur social, notamment en proposant des mesures assez simples comme l'accès aux cantines gratuites pour les personnes qui ont des faibles revenus. Ça, c'est une mesure sur laquelle vous pouvez agir immédiatement quand on est élu à la tête d'une municipalité. C'est direct, c'est très concret et ça soulagerait vraiment la question aujourd'hui de foyers qui arbitrent entre manger, donc remplir le frigo, payer les factures, payer leur loyer. Donc ça, c'est vraiment des mesures immédiates. Ça, c'est vraiment pour moi la première des préoccupations. Et puis la seconde, c'est de refaire de Bègles un laboratoire de la transition écologique et environnementale. On voit qu'aujourd'hui, on a des problèmes de chaleur en ville. J'ai moi-même travaillé en tant que député sur la question des îlots de chaleur et que les réponses ne sont pas apportées aujourd'hui sur la ville de Bègles. Et c'est ça aussi que nous souhaitons faire. On ne peut pas continuer à avoir un modèle de développement, modèle Euratlantique, où on va reproduire à Bègles la place Armagnac avec la mesure pour lutter contre le changement climatique qui est la pose de brumisateurs pour éviter que les habitants et les habitantes suffoquent en période de chaleur. On a mesuré sur le cours Victor Hugo à Bègles cet été des températures au-delà de 45 degrés. Donc il faut vraiment avoir un plan aujourd'hui de transition écologique. C'est possible de le faire en 6 ans, ça, ce plan? Bien sûr, on peut faire quelque chose en 6 ans. Oui, on peut. C'est très rapide. Il faut juste une volonté politique. Ça veut dire végétaliser massivement, ça veut dire désartificialiser les sols, redonner de la place au cycle de l'eau en ville et avoir vraiment une action résolue qui permette aux Bèglais et aux Bèglaises de vivre mieux à l'issue de ce mandat. Ça sera l'un des thèmes de votre campagne électorale. On aura l'occasion d'en reparler d'ici le mois de mars et le premier tour de ces élections municipales le 15 mars. Merci Loïc Prudhomme d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de la 3e circonscription de Gironde et donc candidat aux élections municipales à Bègles dans la banlieue de Bordeaux.